Doit-on tout financer? Les banques et les autres acteurs du secteur financier ont longtemps répondu oui à cette question. C'est seulement à partir de 2010 que les acteurs financiers ont commencé à adopter des politiques sectorielles restreignant, ou du moins encadrant, les modalités de leur soutien à certains secteurs considérés comme particulièrement risqués. Avant cette date, ne sont exclus, notamment des portefeuilles d'investissement, que les activités jugées contraires à l'éthique, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent et la pornographie, auxquels s'ajoutent les armes à sous-munitions. Dans les années 2000, certains établissements se sont engagés à respecter des grands principes en matière de protection des droits humains ou de l'environnement. Cela s'exprime au niveau des financements de projets, au travers des principes de l'Équateur, et du financement des entreprises selon les principes directeurs de l'OCDE ou du Pacte mondial des Nations unies. Cependant, les ONG et défenseurs des droits humains et de l'environnement vont condamner cette approche minimaliste. En effet, ces principes jugés très généraux n'empêchent pas le financement de projets ou d'entreprises aux activités extrêmement controversées. C'est à partir de 2010 qu'émergent véritablement les premières politiques sectorielles. D'abord adoptées par les banques suisses puis par les banques françaises, elles portent sur les secteurs considérés risqués, comme par exemple le secteur extractif, le nucléaire, l'armement ou encore la pâte à papier. Cosmétiques à l'origine, les politiques sectorielles vont se renforcer au fil des ans pour exclure des pans toujours plus grands des énergies fossiles. Apparues en Europe, elles vont peu à peu être adoptées par les acteurs financiers nord-américains, asiatiques et enfin du monde entier. L'évolution de ces politiques est le reflet de l'évolution des débats sur la responsabilité des acteurs financiers dans les dommages environnementaux et climatiques. Prenons par exemple le cas du charbon, qui fait aujourd'hui l'objet de centaines de politiques sectorielles. Au départ, les politiques sectorielles visent uniquement les projets soumis à certains processus de production. Par exemple, les mines utilisant la technique du Mountain Top Removal, un mode d'extraction extrêmement agressif en cours dans les Appalaches aux États-Unis. Sont aussi exclues les centrales à charbon dites sous-critiques, soit les plus polluantes. C'est seulement à partir de 2015 que toutes les mines et centrales à charbon seront exclues des politiques de certaines banques, la plupart toujours avec des exceptions. Les assureurs commenceront à suivre en 2017. Concernant les entreprises, la première politique excluant non plus seulement les projets, mais aussi les entreprises qui les portent, est adoptée par un investisseur, Storebrand, en 2013. L'investisseur néerlandais exclut cette année-là les entreprises qui tirent plus de 30% de leur chiffre d'affaires du charbon. 2 ans plus tard, AXA devient le premier grand investisseur à suivre cette approche, désinvestissant des entreprises générant plus de 50% de leur chiffre d'affaires du charbon. De nombreux autres suivront la même année, à commencer par le fonds souverain norvégien. La logique derrière ces engagements est simple. Il s'agit de prévenir et diminuer l'exposition des portefeuilles au risque de stranded assets et autres risques de transition liés au dérèglement climatique. Ces engagements préfigurent le discours de septembre 2015 de McCartney sur la tragédie des horizons, au cours duquel le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre appelle la finance à agir sur le climat afin de se protéger de sa matérialité financière. L'approche de ces premières politiques, qui demeure encore majoritaire, est insuffisante pour appréhender l'impact climatique absolu d'une entreprise et prévenir les risques futurs liés à la construction de nouveaux projets charbon. C'est à partir de fin 2017 que certains acteurs financiers vont commencer à remédier aux failles des premières politiques en adoptant 2 critères supplémentaires visant à limiter non plus la matérialité financière, mais bien la matérialité environnementale de leur portefeuille. Le plus important de ces 2 critères consiste à exclure les entreprises en raison de leur plan d'expansion dans le secteur du charbon. Ici encore, c'est le géant de l'assurance AXA qui va montrer la voie fin 2017 en adoptant ce type de critères qui sera ensuite repris par d'autres acteurs financiers, investisseurs, banques et assureurs. L'exemple des politiques sectorielles adoptées pour le secteur du charbon illustre bien les débats en cours au niveau international entre les partisans de la matérialité simple et ceux de la matérialité double. Sans surprise, c'est en Europe que se trouve la majorité des politiques, avec des critères dits « forward-looking », le reposant non pas sur l'exposition en tant que telle d'une entreprise à un secteur, mais bien sur ses plans d'investissement, mieux à même de refléter sa volonté et capacité à transitionner et s'aligner sur une trajectoire 1,5 degré. Aujourd'hui, les mêmes enjeux traversent les débats quant aux politiques et mesures à adopter pour le secteur pétrolier et gazier. Y appliquer une logique d'impact, prévenant les risques liés au développement de nouveaux projets, est indispensable pour limiter le réchauffement à 1,5 degré.
Mais les réticences sont fortes, notamment en raison des enjeux économiques et financiers plus lourds que ceux liés au charbon, et aucun grand acteur du secteur bancaire et assurantiel s'est engagé à ne plus soutenir de nouveaux projets fossiles et les entreprises qui les développent. Les politiques dont je viens de parler se distinguent des engagements de désinvestissement des énergies fossiles pris aux États-Unis par un nombre de plus en plus important d'institutions, notamment d'universités, à partir de 2012, comme réponse aux mobilisations de Bill McKibben et de son organisation 350.org et de leur campagne de désinvestissement Go Fossil Free. Ces campagnes visaient à l'origine à retirer la licence sociale des industriels des énergies fossiles et non à impacter directement la capacité de financement de ces entreprises. Cela peut expliquer le peu d'attention portée par le mouvement aux modalités de désinvestissement. La liste de référence qu'ils promeuvent est le Carbon Underground 200, qui classe les 200 plus grands détenteurs de réserves de charbon, pétrole et gaz dans le monde en fonction du contenu potentiel en émissions de carbone de leurs réserves déclarées. À titre de comparaison, la Global Coal Exit List et la Global Oil and Gas Exit List de l'ONG Urgewald, aujourd'hui utilisée par des centaines d'acteurs financiers pour les guider dans le pilotage de leur portefeuille, listent plus de 3000 entreprises. On comprend vite que l'impact d'une politique d'exclusion dépend du type de critères adoptés, mais aussi de la base de données utilisée par les acteurs pour identifier les entreprises à exclure ou envers lesquelles restreindre les financements. Les ONG comme Urgewald et Reclaim Finance travaillent à l'adoption de politiques d'exclusion de manière à durcir les conditions d'accès aux capitaux et aux services financiers par les entreprises des énergies fossiles. La qualité des politiques adoptées est donc centrale. C'est à travers une analyse croisée des critères des politiques sectorielles, des bases de données d'entreprises et des financements accordés par les acteurs financiers à ces secteurs que ces ONG analysent la qualité et l'efficacité de telle ou telle politique. Cette analyse permet de détecter les failles à éviter. Par exemple, une politique excluant les entreprises générant plus de 5% de leurs revenus de la production de sable bitumineux ou de gaz de schiste peut sembler ambitieuse de prime abord. Et pourtant, la politique autorisera encore des soutiens à des entreprises intégrées comme Shell, BP et Total Energy qui opèrent dans ces secteurs et y développent même de nouveaux projets. A l'inverse, une politique affichant un seuil d'exclusion plus haut, mais reposant sur la part de ces énergies dans la production totale d'hydrocarbures et non dans les revenus, permettrait de couvrir des entreprises intégrées actives sur toute la chaîne de valeur. Pour plus d'informations, il est possible d'aller sur les sites coalpolicytracker.org et oilgaspolicytracker.org gérés par Reclaim Finance. L'exclusion marche. La baisse du volume de services financiers à un secteur précis génère une augmentation du coût du capital et une étude de l'université d'Harvard estime que les centrales à charbon détenues par les entreprises exposées à des politiques d'exclusion du charbon ont plus de chances d'être décommissionnées. L'étude trouve aussi une corrélation entre politique charbon et baisse des émissions de CO2. Une autre étude, cette fois de Smith School of Enterprise and Environment à l'université d'Oxford, affirme aussi que la stigmatisation des entreprises des énergies fossiles causée par le désinvestissement peut augmenter sensiblement l'incertitude entourant les flux de trésorerie futurs des entreprises des énergies fossiles. Ces recherches indiquent l'importance d'accélérer l'adoption de politiques sectorielles robustes. L'expérience montre que cela ne sera pas possible sans le recours à la contrainte. Des normes réglementaires peuvent être envisagées, mais aussi une plus forte intervention des régulateurs, notamment dans le contrôle du respect des politiques adoptées et la prévention des risques de greenwashing à travers des allégations trompeuses au marché. Les politiques sectorielles classiques sont en perte de vitesse. Le nombre, mais aussi la qualité de nouvelles politiques adoptées diminue depuis quelques années. Plusieurs raisons peuvent être citées. Les bouleversements géopolitiques et leurs conséquences économiques, la levée de boucliers anti-ESG qui a débuté aux États-Unis mais se répand au-delà du continent nord-américain, notamment en Europe. Enfin, la concentration du débat autour de l'adoption de cibles de décarbonation des portefeuilles plus consensuelles que l'adoption de politiques sectorielles qui comprennent des mesures visant expressément certaines entreprises. L'adoption de telles cibles est une demande des alliances d'acteurs financiers pour l'atteinte de la neutralité carbone réunies au sein du G-Fence. Mais si elles peuvent s'avérer utiles pour piloter un portefeuille, elles ne peuvent se suffire à elles-mêmes et garantir un arrêt des soutiens à des activités strictement incompatibles avec une trajectoire 1,5 degré, quand bien même elles semblent relativement cohérentes avec un scénario visant une telle trajectoire. Pour ne prendre qu'un exemple, Crédit Agricole a su en 2021 et 2022 réduire de 40% les émissions financées de son portefeuille pétrolier et gazier. Et pourtant, sur la même période, Crédit Agricole a continué
d'accorder des soutiens à des entreprises à l'avant-garde de l'expansion des énergies fossiles. Reclaim Finance a relevé au moins 21 transactions au bénéfice de seulement 12 des plus grandes entreprises pétro-gazières mondiales. Les raisons sont multiples. Au-delà des problèmes méthodologiques liés au calcul des émissions financées, une banque peut par exemple baisser les émissions de son portefeuille en transformant les prêts auxquels elle est exposée en obligations de manière à les sortir de son portefeuille et alléger son bilan carbone. Un prêt accordé aujourd'hui peut aussi être remboursé avant l'échéance fixée par la cible de décarbonation adoptée. Un autre effet pervers des cibles de décarbonation est d'entraver la mobilisation des acteurs financiers dans la fermeture d'actifs fortement émetteurs avant la fin de leur durée de vie. Car une banque peut être réticente à aider la fermeture de centrales à charbon de peur de devoir reporter les émissions associées à cet actif, même pour une courte durée, et ainsi alourdir son propre bilan carbone. Si cela plaide pour la mise en place d'une comptabilité différenciée des émissions de Scope 3 associées au mécanisme de sortie de secteurs très carbonés, cela montre aussi l'importance de contraindre les acteurs financiers à adopter des politiques sectorielles robustes. Ces politiques doivent conditionner dès maintenant leur soutien aux entreprises de ces secteurs à l'adoption d'un plan de transition respectant certaines lignes rouges, à commencer par l'arrêt de l'expansion des énergies fossiles et autres projets incompatibles avec une trajectoire 1,5 degré.